Alors, on poursuit dans le cours avec le grand 2, la loi normale, ou les lois normales, puisqu'il y en aura plusieurs, même s'il n'y en a qu'une réellement, on va en traiter deux de façon distincte. Vous avez la loi normale centrée réduite, celle qu'on va utiliser au démarrage, puis après la loi normale générale. Alors, déjà en temps normal, avant l'utilisation assez forte de la calculatrice, il n'y avait que la loi normale, centrée réduite, celle que l'on va commencer par traiter. Puis après, pour la loi normale générale, en fait, les élèves, les étudiants, se ramenaient de la loi normale par des calculs à la loi normale centrée réduite, puisque la loi en fait normale n'était pas programmée dans les calculatrices, et donc bien il fallait faire quelques manipulations auparavant. Maintenant, tout est fait dans la calculatrice, donc grosso modo, on pourrait enlever les S des lois normales et juste parler de la loi normale. Donc c'est quelque chose qui apparaît de façon régulière un peu partout. Vous en avez peut-être entendu parler il y a peu de temps pour les élections de Poutine, où des pancartes étaient mise en évidence dans différentes manifestations contre Poutine, qui ne respectait pas certains calculs mathématiques dans les élections et dans les différentes municipalités sur lesquelles il apparaissait par rapport à ses scores, et donc la loi normale ne faisait pas son apparition, ce qui aurait dû être le cas, et donc les manifestants suggéraient qu'il y avait eu manipulation des résultats. On peut faire également ce genre de choses, enfin l'utilisation de la loi normale, avec les élèves d'un lycée. On les range de façon par la taille, donc dans des intervalles. Donc on commence entre 1m et 1m10, 1m10 et 1m20, 1m20 et 1m30, 1m30 et 1m40, comme ça, de 10 en 10, jusqu'à, on va dire, 2 mètres, comme ça on aura tout le monde, peu importe la taille, et puis on met dans ces différents intervalles l'ensemble des élèves qui correspondent, et puis on verra dessiner une courbe, c'est-à-dire qu'aux extrémités, bien évidemment, il n'y aura pas beaucoup de monde, il y a très peu de monde qui font mettre, je sais pas, on va dire la taille la plus petite au sein de l'année de seconde, première terminale, voire même BTS, au lycée Vendongen, je sais pas, mettre allez, dans les 1m50, donc il y en aura très peu, 1m40, entre 1m40 et 1m50, on va dire qu'il n'y a personne, entre 1m40 et 1m50 et 1m60, un petit peu plus, 1m60 et 1m70, ça va beaucoup plus, etc., puis ça va monter, puis après ça va redescendre, puisqu'on va devenir trop grand, et donc il y aura de moins en moins de monde, et donc en fait on va dessiner une sorte de courbe en cloche. Donc c'est noté là, c'est la courbe de Gauss. Vous pouvez faire de petites recherches sur internet, voilà, ou sinon dans le livre, elle est apparente, et donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît régulièrement. Alors dans le livre, c'est à quelle page, voilà, à la page 376 ou à la page 374, selon qu'on est sur la loi normale centrée réduite ou pas. Donc vous avez une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'aux extrémités, il n'y a pas beaucoup de monde, et plus vous êtes au milieu, on va dire au centre, on verra ce que c'est exactement par la suite, plus vous vous rapprochez d'une courbe très très grande. Vous pouvez regarder aussi à la page, alors il n'y a pas de numéro, la page 370, avec ce qu'on appelle la planche de Galton, où ce que je vous disais, voilà. Donc sur cette photo, les filles d'une classe de 1975 ont été rangées par taille. La forme en cloche montre que la distribution des tailles suit approximativement une loi normale. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas dans quel type d'intervalle c'est rangé, mais voilà, on voit qu'au milieu, c'est là il y a énormément de monde, c'est la taille moyenne. C'est ce qu'on va appeler la taille moyenne, et puis aux extrémités, il y a de moins en moins de monde, et ça correspond à la loi normale, donc la gaussienne, et donc ça apparaît dans différents problèmes de la vie courante. Alors, voilà, déjà pour l'introduction. Avec le contexte de ces lois, alors pour pouvoir étudier ce genre de variable aléatoire, il faut étudier la densité, donc la densité, la voici. Et c'est super compliqué. On le voit, c'est pas comme la loi uniforme ou la loi exponentielle qui est un peu plus embêtante, mais en fait pas tant que ça. Donc la fonction de Laplace-Gauss va être la densité de proba, mais encore il va falloir vérifier certaines choses.
et on l'appelle phi, et phi de x, eh bien c'est 1 sur racine carrée de 2pi fois exponentielle d'au moins x carré sur 2. Et là on se dit, mais d'où ça sort tout ça? Effectivement, c'est très compliqué. Et puis, il faut encore que ça vérifie toutes les conditions pour être une fonction de densité. Alors déjà, elle est continue, 1 sur racine de 2pi, c'est une constante. Exponentielle de moins un polynôme, bon, pas de souci, c'est une composée de fonctions continues, donc c'est continu sur R. C'est même dérivable par composée de fonctions dérivables. Et on voit également que c'est strictement positif, puisque c'est un produit de deux nombres strictement positifs sur R. Donc du coup, ça commence bien, continu positif. Mais il faudrait que l'air sous la courbe fasse 1, sauf qu'on est sur R. Donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Et c'est même très compliqué, puisque, je vais vous le dire après, on va donner quelques autres propriétés, mais c'est vraiment très compliqué. Donc on verra ça par la suite. On peut remarquer que c'est une fonction paire. Pourquoi? Parce que si je remplace x par moins x, comme c'est mis au carré, le moins disparaît, c'est pour ça que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, là où elle admet d'ailleurs son maximum, donc c'est ce que l'on voit au sein des différentes courbes qui sont tracées. Alors pas pour celle donnée à la page 376, puisque l'axe vertical peut être à différents endroits. Pour la loi normale centrée réduite, c'est en 0. Pour x égale à 0. Alors pourquoi? Il suffirait d'étudier la dérivée de cette fonction-là et les variations de la fonction phi, on aurait en 0 son maximum. Je peux regarder les limites aux extrémités, ce qui va correspondre à ce que je vois graphiquement. Donc la limite en plus l'infini ou en moins l'infini, ça donne le même résultat, puisqu'à l'intérieur de l'exponentielle, j'ai moins quelque chose au carré. Donc sans le moins, ça me fait plus l'infini, avec le moins, ça me fait moins l'infini, et exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. Donc, limite en moins l'infini et en plus l'infini de la fonction phi, de la fonction de densité, eh bien c'est égal à 0. Le nom de cette fonction, c'est la courbe de Gauss, la courbe en cloche. Et donc, le dernier point, le point le plus compliqué, c'est la conclusion de S ou non une fonction de densité, eh bien c'est le calcul de l'intégrale. Alors, on a vu dans le début du cours que c'était soit sur un intervalle AB, soit sur A plus l'infini. Évidemment, on peut généraliser ça, ça faisait beaucoup de cas à prendre en compte, c'est un peu embêtant. Et c'est pour ça que dans le supérieur, on fait ça autrement. D'ailleurs, pour ceux qui feront dans le supérieur des probas, on vous dira en terminale, vous oubliez tout ce que vous avez appris, parce que c'est pas bien fait, et je suis d'accord, c'est pas bien fait, mais c'est malheureusement comme ça qu'on doit le faire. Et donc, pour le calcul de cette intégrale, eh bien, on va faire sur un intervalle fini, sur un intervalle borné, donc moins y à y, donc, où y est positif, donc un petit peu en arrière, un petit peu en arrière et en avant de 0, et je prends la même chose de chaque côté. Alors, je ne suis pas obligé, parce que ça va marcher aussi, mais là, ici, pour simplifier, je vais prendre la même chose de chaque côté. Et ce nombre-là, eh bien, je vais l'écarter de plus en plus jusqu'à plus l'infini, pour prendre toute la partie sous la courbe. Et je fais donc tendre y vers plus l'infini. Et bien ce nombre-là tend vers 1, mais je ne peux pas vous le démontrer. Alors pourquoi? C'est tout simple. Alors, on pourrait essayer, néanmoins, mais ça utilise des notions un petit peu trop compliquées. Alors c'est bizarre, parce qu'on a vu les intégrales, on a vu que il suffisait de prendre une primitive, et bien je vous laisse chercher. Et si vous arrivez à trouver, vous êtes très fort, puisqu'il n'y a pas d'expression sous forme exponentielle, racine, etc., d'une telle fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de primitive de ça. Alors on pourrait aussi utiliser un outil supplémentaire que certains ont peut-être vu au sein des exercices du livre, qui s'appelle l'intégration par partie. Et sauf que ça ne marche pas non plus. Ici, c'est vraiment d'autres outils qu'il faut utiliser, des outils post-bac. Et vraiment, c'est pas à notre portée en terminale. Mais donc, il va falloir admettre ce résultat-là, que l'intégrale tend vers 1, c'est-à-dire l'air sous la courbe tend vers 1. On peut vérifier ça via la calculatrice. D'ailleurs, c'est des outils d'approximation de calcul numérique qui nous donnent sa valeur. Et le 1 sur racine de 2pi, c'est justement lié au résultat de l'intégrale sans cette constante. Donc voilà ce qu'il en est. C'est une fonction de densité. Alors, poursuivons. Si je prends une variable aléatoire, continue, z, souvent on l'appelle z, mais ça peut être x aussi,
On dit qu'elle suit la loi normale centrée réduite si elle admet pour densité la fonction qu'on a vue juste avant, la fonction phi. Donc ça, c'est associé à la loi normale de centrée réduite. Et donc on pourrait faire tous les calculs qu'on a fait jusqu'à présent. Ça fonctionne. La probabilité que z soit compris entre 0 et 2, c'est l'intégrale de 0 à 2 de cette fonction-là. Mais problème, on ne sait pas calculer de primitive. Contrairement à la loi uniforme où il suffisait de prendre une primitive de 1 sur b-a sans se faire, c'est une constante facile. Pour la fonction de densité de la loi exponentielle, on savait déterminer également une primitive, ce qui a été fait dans mon cours. C'était d'ailleurs fait dans les démonstrations pour les propriétaires, qu'il suffisait de retenir. Et puis, pour la loi normale, on est embêté. Donc là, c'est compliqué, mais on va s'en sortir autrement en trichant, c'est-à-dire en utilisant la calculatrice. Néanmoins, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire quand même, et c'est voir pourquoi ça s'appelle loi normale centrée et réduite. Centrée, c'est-à-dire qu'on est au centre, donc a priori, il y a un truc avec 0, et réduit, c'est comme l'équation réduite d'une fonction, c'est avec le nombre qui multiplie y, c'est 1. C'est une équation réduite d'une droite, c'est y égale. Alors que l'équation cartésienne, je peux avoir ax plus by, c'est-à-dire un coefficient quelconque sur y, voire même pas de coefficient. Par contre, quand je le réduis, hop, je me ramène à un nombre égal à 1. Et donc c'est pour ça que vous avez la fin, pour ceux qui évidemment sont trop curieux et qui regardent un peu plus loin. La variable aléatoire z qui suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire qui a pour densité cette fonction-là, a une espérance égale à 0, donc ça correspond à centré, et une variance égale à 1, donc variance est donc écart-type, puisque c'est la racine carrée de 1, mais c'est la variance qui vaut 1. Alors on va pouvoir démontrer ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de calculer une primitive de phi, mais je vais compliquer les choses et je vais réussir à m'en sortir. Donc, alors c'est pas très rigoureux, parce que il y a des calculs d'intégrales qu'on appelle des intégrales impropres dont les bornes sont infinies, donc ça pose problème néanmoins en terminale, mais le programme est fait ainsi. Alors on va admettre déjà le résultat de la variance, le fait que ce soit égal à 1. Par contre, pour le calcul de l'espérance, eh bien cette fois-ci, c'est plus l'intégrale de f, enfin de phi, mais l'intégrale de phi fois la variable x. Donc c'est x fois phi, c'est-à-dire que le 1 ici, je le remplace par x. C'est plus compliqué, parce que j'ai une variable supplémentaire, et pourtant, ça, on sait déterminer une primitive, puisque là, ça revient à du u' fois u. Alors, regardons mieux. Si je mets x, j'ai moins x carré sur 2, alors là, c'est exponentielle de u. Si je dérive u, j'ai donc à calculer u', et j'obtiens moins x. Moins 2x sur 2, donc moins x. Mais moi j'ai x, alors je vais y mettre un moins tout devant, et puis le x va devenir moins x. Comme ça, j'ai l'égalité, et j'ai plus de problème. Et une primitive de cette fonction-là, c'est donc la constante, je la garde, et u' fois exponentielle de u, une primitive, c'est juste exponentielle de u. Donc c'est moins phi, une primitive. Donc, je cherche à calculer l'espérance, donc en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, entre guillemets, donc je vais faire l'intégrale de 0 à t au départ, puis de 0 à moins t, pour avoir en fait ce qui se passe entre moins t et t, et puis faire tendre t vers plus l'infini. Donc commençons sur 0t, donc la fonction x fois phi, donc je sais que c'est g de x entre 0 et t, donc g de t moins g de 0, celui en haut moins celui en bas. G de t, donc qu'est-ce que ça va me donner? Je remplace x par t, donc je vais recopier ça avec x égale à t, et g de 0, et ici je vais avoir exponentielle de 0, donc 1, et comme il y a un moins, avec l'autre moins, je vais obtenir plus 1 sur racine de 2pi. Donc, calcul de la limite, quand t tend vers plus l'infini, 1 sur racine de 2pi, eh bien, c'est la valeur qui est... c'est une constante, donc c'est la valeur, donc 1 sur racine de 2pi, puis j'ai ce truc-là. Donc moins 1 sur racine de 2pi reste constant, et j'ai l'exponentielle à regarder. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, dans la fonction de densité, pour avoir les limites aux bornes de l'intervalle, et ça c'est tend vers 0. J'ai donc ça qui disparaît, il ne me reste plus que 1 sur racine de 2pi. Ce que je mets là. Puis, en faisant pareil avec la partie dans les négatives, donc de moins t à 0,
Donc je fais mon calcul, donc la probabilité va évaluer entre moins t et 0, donc g de 0 moins g de moins t, g de 0, et bien cette fois-ci j'ai moins 1 sur racine de 2pi, moins g de moins t, donc moins moins ça va me faire plus, et ici, moins t le mis au carré, eh bien je peux simplifier en t carré. Ou laisser moins t, entre parenthèses, au carré. C'est pas très embêtant, mais toujours est-il que j'ai un moins derrière. À nouveau, quand t tend vers plus l'infini, bah, ça tend vers 0. Et puis j'ai moins 1 sur racine de 2pi qui me reste. Sur toute la partie gauche. Et donc, il faut admettre également, c'est pour ça que c'est pas une démonstration très intéressante, j'aime pas trop faire ça, mais c'est le programme qui veut ça, et bien l'intégrale donc pour notre espérance, bah, c'est la somme des deux, et vous voyez que c'est l'opposé. Donc j'obtiens une espérance nulle. Donc voilà pour la loi normale centrée réduite, centrée parce que espérance nulle, et réduite parce que la variance vaut 1. Alors on peut utiliser différentes propriétés associées à ça, et pour nos démonstrations, on va utiliser une autre fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. C'est une fonction auxiliaire associée à n'importe quelle loi, hein, d'ailleurs, pas forcément à la loi normale. Donc pour, ici je vais prendre x, un nombre réel, eh bien phi de x va être défini par la probabilité que grand z soit plus petit ou égal à x. Ou strictement plus petit, c'est pareil hein, pour une loi continue. Pour une variable continue. Et donc, comme je ne sais pas trop manipuler ça pour le moment, parce que je ne sais pas calculer de primitives, je vais essayer de néanmoins déterminer des choses qui vont être assez satisfaisantes pour pouvoir m'approprier cette notion. Donc, lorsque je cherche la probabilité que z soit compris entre a et b, eh bien avec cette partie-là, ça revient à phi de b moins phi de a. C'est-à-dire que ça, c'est pareil que la probabilité de z plus petit que b, moins la probabilité de z plus petit que a, puisque je l'aurais pris en trop dans la première partie, donc je dois l'enlever. Donc ça, c'est juste une sorte de représentation en termes d'air, et ça se fait plutôt bien. Donc voilà, ça ne me permet pas de faire beaucoup mieux sur les calculs des différentes probabilités, mais bon, je m'y approche. J'ai une petite remarque, phi de moins x pour n'importe quel nombre réel x, eh bien c'est égal à 1 moins phi de x. C'est-à-dire, alors ça peut être intéressant de visualiser ça, donc normalement je vous aurais fait un dessin. Mais par exemple sur la page 374, vous avez la loi normale qui a été dessinée. On va prendre celui du bas, donc celui où c'est marqué 1.3 intervalle associé à une probabilité donnée, ce qu'on va faire juste après. Si vous prenez x un nombre positif et que vous regardez moins x, donc il est négatif. Hein. Donc, par exemple, on peut l'associer x au nombre u alpha. Donc pour avoir phi de moins x, eh bien, ça correspond à l'aire sous la courbe qui se trouve à gauche de moins u alpha. Mais la courbe étant symétrique, hein, puisqu'elle est paire, eh bien ça correspond à la partie qui se trouve au-dessus de u alpha. Donc la probabilité que x est inférieur ou égal à moins x, ça revient à la même chose que la probabilité que, grand x, pardon, c'est z, la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins x, ça revient à la même chose que la probabilité que z soit supérieur ou égal à x. Et donc ceci nous donne ce résultat-là. Donc avec un dessin, ça permet de visualiser les choses, mais vous avez ça. Et il nous reste une étape pour obtenir cette égalité-là, c'est la probabilité que z soit plus grand ou égal à x, et bien à passer à l'événement contraire. Donc ça c'est 1 moins la probabilité que z soit inférieur strictement à x, mais c'est pareil que d'avoir inférieur ou égal, c'est pour ça que je le ferai rapidement. Et donc, phi de moins x est bel et bien égal à 1 moins phi de x. Et donc, on poursuit avec le deuxième point, pour tout réel A strictement positif, et donc ça va être important puisque c'est associé à la suite, à ce qui est donné dans l'énoncé. Je peux exprimer ça plus simplement, juste avec la fonction phi, c'est 2 phi a moins 1. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, hein, tout ça fait beaucoup de propriétés, on ne sait pas trop à quoi ça sert, donc vous inquiétez pas, hein, tout ça vous pourrez bientôt l'oublier, c'est pour construire le cours, pour avoir au moins quelque chose d'un petit peu rigoureux, et après c'est l'utilisation de la calculatrice. Mais normalement au bac, surtout que ça vous ne l'aurez pas, que ce soit au bac ou au rattrapage, donc comme ça vous pouvez éliminer directement. Mais il y avait des propriétés peut-être qui pouvaient apparaître au sein des sujets de bac et qui pouvaient surprendre un petit peu avec cette utilisation un peu théorique de la loi normale. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument la faire, surtout que c'est pas si compliqué que ça, hein, ça paraît
compliqué au départ, mais vous verrez que dans peu de temps, c'est plus simple, surtout si vous avez bel et bien la courbe en tête, puisque c'est associé à ça. Alors cette fonction-là, cette égalité-là est moins visible sur le graphique, mais la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1, moins 2 et 2, moins 3 et 3, moins a et a, eh bien ça correspond à faire 2 fois phi de a moins 1, 2 fois la probabilité que z soit plus petit que a, et c'est trop grand, et donc on fait moins 1. Alors pourquoi? Eh bien, on va utiliser la première partie, en remplaçant a par moins a et b par a, donc phi de a moins phi de moins a, ou probabilité de z inférieure ou égale à a moins la probabilité de z inférieure ou égale à moins a. La première partie, je la conserve, et la deuxième, eh bien, je vais utiliser ce qui a été fait ici, hein, la partie qu'on voit mieux là. Donc, puisque je ne veux pas de moins a hein, ici, donc il faut que je l'élimine, et la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins a, ça revient à, je vais trop vite, à la probabilité que z soit supérieur ou égal donc à a, c'est-à-dire à 1, moins la probabilité que z soit inférieur ou égal à a. Mais comme il y a un moins devant, bah, ça change tous les signes, donc le 1 va devenir moins 1, et la probabilité que z soit inférieur ou égal à a, ça va être, donc le moins va devenir plus. Donc j'en ai 2. Et ça c'est phi de a. Donc c'est 2 phi de a moins 1. Donc ça se fait plutôt bien hein, en faisant attention à toutes les propriétés qu'on a déjà établies. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser, en tout cas pour nous, puisque la calculatrice est là pour ça et permet de déterminer la valeur de a qui nous intéresse au besoin. Et donc, passons au théorème, où justement se déduit, le théorème en soi, lui, on s'en fiche un peu. L'objectif, c'est d'avoir la justification de l'existence de ces nombres qui sont là, et c'est ça qu'il faudrait retenir. Hein, donc si le théorème ne vous convient pas, ça c'est pas très grave, les exemples qui sont à connaître, en fait, il faudrait les connaître par cœur, puisque en particulier pour le 95, c'est-à-dire 95%, on va avoir le nombre 1,96 qui va apparaître dans la dernière partie, c'est-à-dire les estimations, les intervalles de confiance, et l'estimation avec de grosses formules, mais en fait c'est lié à ça. C'est le point central qui est là, et c'est ce nombre-là. Et dans certains sujets de bac, au lieu d'avoir 95% de confiance, c'était 99% de confiance, et donc il fallait sortir le nombre 2,58. Mais la calculatrice permet de les retrouver, et avant, je conseillais même aux élèves de terminale de les rentrer dans la calculatrice, toutes ces formules, puisque ben, moi je les retiens pas, et voilà, c'est pas quelque chose de mathématique, on apprendre ça par cœur bêtement. Mais bon, là, pour le bac, ça valait le coup. Ça permettait d'avoir les nombres demandés, hein, parce que c'est demandé au programme ces nombres-là, et la calculatrice donne des valeurs un peu plus longues, en nombre décimal. Et donc, là, vous voyez que c'est 2 chiffres après la virgule. À part pour certaines valeurs de probabilité, donc la 0,683, la 0,95, la 0,954, 0,99 et 0,997. Bon bref, donc pour la justification, c'est néanmoins assez intéressant, assez inattendu, il faudrait dire, puisque le théorème qui est là, donc parle d'une variable aléatoire z en continu, de loi normale centrée réduite, donc n pour normal et centré réduit, donc espérance et variance, n0, 1. Et puis je vais prendre un nombre alpha, c'est un positif, compris entre 0 et 1, qui va correspondre en fait à une sorte de pourcentage. Et donc, on va le mettre en nombre décimal, 0,2, 0,3, et je vais démontrer qu'il existe un nombre strictement positif, unique, qui va être appelé U alpha, tel que la probabilité que z soit compris entre ces deux bornes opposées, moins U alpha et U alpha, soit égal à 1 moins alpha. Donc si je prends alpha égale à, par exemple, 0,05, donc je cherche une valeur de U alpha, telle que ce soit égal à 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95, 95%. Ok. Et donc, pour ça, il faut mettre ça en forme. Donc là, j'ai le U alpha qui est inconnu, donc je vais le noter x strictement positif du coup, et je cherche à avoir donc ceci. Sauf que ceci, grâce à la propriété qui est là, c'est 2 phi de x, donc du coup moins 1. Donc je peux faire passer le moins 1 de l'autre côté, donc ça devient plus 1, j'ai 2 moins alpha, et je divise par 2, j'ai donc 1 moins alpha sur 2. Donc phi de x, qui est une fonction, elle est continue, puisqu'elle est
Elle est même mieux que ça, elle est associée à des intégrales, donc elle est bien continue sur R. Elle est donc continue sur 0 plus infini, puisque moi je cherche un nombre positif. Et elle est strictement croissante. Alors, on ne l'a pas justifié, mais c'est un peu évident, puisque plus x augmente, plus z va pouvoir prendre de valeur, et donc j'ai plus de chances, en termes de probabilité, que ça se produise, et donc phi devient croissant. Ou alors je visualise ça en termes d'intégrale ou d'air, et l'air qui va être sous le domaine, lorsque x, ma barre verticale sur la droite, va se déplacer encore plus sur la droite, j'aurai plus d'air, et donc ça augmente. Donc c'est strictement croissant, c'est continu, vous voyez venir. Il reste plus qu'une chose pour avoir le corollaire du TVI. Regardez ce qui se passe au démarrage, phi de 0. Phi de 0, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire j'ai autant à gauche qu'à droite de mon axe des ordonnées, pour une aire totale qui vaut 1, donc j'ai la moitié, 1,5. Et la limite, quand x sera plus infini, de phi de x, c'est-à-dire si je prends toute l'aire sous la courbe, et ça, on a admis que ça valait 1. Et ça tombe bien, puisque 1 moins alpha sur 2, il appartient à 1,5, 1. Pourquoi? Parce que alpha appartient à 0,1. Donc c'est une fonction décroissante de alpha, c'est une fonction affine, hein, coefficient directeur moins 1,5. Donc si c'est décroissant, eh bien, quand je prends 0, j'ai la valeur maximale, ce que je vois, 1 moins 0 sur 2, 1 moins 0, c'est 1. Et puis si je prends la valeur la plus grande possible pour alpha, je vais obtenir la valeur minimale ici, et quand alpha vaut 1, 1 sur 2, ça fait 1,5, 1 moins 1,5, j'obtiens bien 1,5. Donc ça se balade entre 1,5 et 1. Et ça tombe bien, donc forcément, d'après le corollaire du TVI, cette équation-là admet une unique solution quand on va noter U alpha, par rapport à l'énoncé, dans l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire strictement positif. Et donc, cette équation-là admet une unique solution U alpha dans 0 plus infini. Et puis, moi je voulais que ce soit strictement positif, ça ne peut pas être égal à 0, parce que sinon cet intervalle-là n'existe pas. Il n'y a pas de valeur, et donc je vais être un petit peu embêté, et la seule valeur possible, ce serait ici égal à 0, ce que j'ai exclu également. Et donc, je sais que c'est un peu particulier, ce théorème-là ne passe pas très bien, mais vraiment, il est inintéressant, puisque ce qu'il faut retenir, c'est ça, et ça va être les applications qui sont derrière, et la calculatrice me donne tout. Je vous assure que le jour du bac, un exercice sur 5 points sur les probas était facilement accessible juste avec la calculatrice, en tout cas pour la deuxième partie, la loi normale, et donc les élèves aimaient plutôt ça. Et donc on va poursuivre, ça c'est donc à connaître, on va les utiliser dans les exercices, mais on peut vérifier ça déjà dès maintenant avec la calculatrice. Donc suivant que vous avez Casio ou Texas, eh bien vous avez différentes choses à faire. Donc je vais parler de Casio, c'est ce qui est le plus simple, et je vais évoquer aussi la calculatrice Texas, sinon je vais encore avoir accès à ça. Au sein des exos, donc les exos sont les suivants, le 48, page 396, le 49 et le 50, page 397, et donc la calculatrice vous permet de calculer les différentes valeurs de probabilité, et donc on peut vérifier que la probabilité que grand X compris entre moins 1 et 1, c'est bel et bien 0,683. Donc on va le faire. Et hop, apparition, c'est magique, de la calculatrice. Donc vérifions ceci. Alors je vais décaler un petit peu puisque je vais avoir besoin de ça, afin que vous voyez ça. Donc déjà on est dans le menu Stat. Donc entrée. Donc j'ai des valeurs qui ne m'intéressent pas, mais c'est pas très grave. Donc on va aller dans dist pour les distributions. Les lois continues ou les lois discrètes sont des distributions. Donc binomial pour la loi binomiale, mais ça ne nous intéresse pas pour nous, donc c'est la loi normale. Et puis si je veux calculer ceci, alors c'est un peu le même procédé, donc je vais cumuler toutes les valeurs qui sont comprises entre A et B. Pour éviter que x soit compris entre A et B, eh bien c'est juste après, puis celui d'après, puis celui d'après, puis celui d'après, et j'additionne un peu comme pour la loi binomiale. Donc on va faire donc NCD. Alors, il est possible que vous ayez ici list, parce qu'il n'y a pas de chance que vous ayez utilisé ça. Donc si vous avez list, changez en var F2 et normalement vous restez comme ça. Lower, donc c'est ce qui est plus bas, donc c'est la valeur de A. Donc si je vérifie pour moins 1, donc je mets moins 1. Le upper, c'est ce qui est le plus grand, donc c'est le B. Ici je vais vérifier pour le premier, donc 1.
Le sigma, donc là c'est l'écart type. Hein, si je n'avais pas la loi normale centrée réduite, il faudrait que je fasse un petit calcul ici de racine carrée, et mu, c'est ce qu'on appelle l'espérance, vous allez comprendre avec la loi normale générale qui suit, ce genre de choses. Alors liste 1 en bas, on s'en fiche, on pourrait mettre non, enfin peu importe, ça va s'afficher. Et donc si on descend, il suffit d'exécuter, on doit trouver normalement 0,683. Donc arrondi à 3 chiffres après la virgule, parce que j'ai 0,682 et un 6 derrière, donc 0,683. Et puis vous voyez quelque chose apparaître ici, et je vous expliquerai dans le cas de la loi normale générale ce à quoi ça correspond. Parce que j'avais entre moins 1 et 1, pardon, j'ai bel et bien entre moins 1 et 1, et je ne vois pas pourquoi ma calculatrice me recopie ça, c'est ridicule, mais on va comprendre après. Donc ça c'est une chose. La calculatrice peut faire encore autrement, le normal, et c'est le inv norme. Donc là c'est pour lorsque j'ai une probabilité de retomber sur les valeurs d'avant. Donc ça va être intéressant. Puisque, pareil, hein, variable, si vous avez liste, vous enlevez. Alors je ne vais pas faire left tout de suite, je vais faire center, ici, quelque chose de central. Donc là, ici, mes intervalles sont centrés, entre moins 1 et 1, entre moins 1,96 et 1,96, etc. Et puis l'air, donc je sais que la proba c'est une aire, si je mets 0,683. Pour une loi normale centrée réduite, donc ici 1, 0, et que je fais, donc en descendant, exécuter. Donc là, il va me retrouver les valeurs de mon intervalle, donc la valeur AB. Donc ici, si je trouve, il doit me dire que le petit c'est moins 1, et le grand c'est 1. C'est pas tout à fait moins 1, c'est pas tout à fait 1, parce que c'est pas tout à fait 0,683, c'est un arrondi, mais on voit qu'on peut retrouver ces valeurs via la calculatrice. Et ça, que ce soit en mode examen ou pas, ça la calculatrice le fait. Donc voilà. Alors évidemment, si je fais pas central mais left, par exemple pour ce qui a été fait, alors dans ce calcul-là, phi de 0 égale à 1,5. Donc si je regarde toute l'aire qui se situe avant 0. Alors, donc j'ai dit que c'était 1,5. Voyons ça. Je vais mettre 0,5 et puis on va voir s'il me donne bel et bien que c'est pour 0. Et oui, c'est bien pour 0. Ou je fais l'autre calcul directement. Par exemple, je vais faire NCD et je vais faire avant 0. C'est-à-dire que j'ai pas de lower, c'est moins infini. Je vais faire moins 1 fois 10 puissance 99, donc moins 1 milliard de milliards de milliards de milliards. Donc ça tombe bien. C'est ce que je veux, c'est un moins infini en fait, c'est le nombre plus grand que la calculatrice puisse garder en mémoire, et 0. Donc toute la partie négative. Et donc a priori, il doit me donner 0,5. Donc je fais exé, et ça tombe bien, il me donne 0,5. Je pourrais dire pareil, au lieu de faire moins l'infini 0, je vais faire 0 et plus l'infini. Donc 1 fois 10 puissance 99. Et donc là, il doit également me donner 0,5, donc exé, et oui, il me donne bel et bien 0,5. Pour la TI, c'est à peu près pareil. Je le ferai sur les exercices. Donc les exercices que je vous ai mis ici, donc le 48, le 49 et le 50 de la page 396 et 397. Donc c'est des exercices qui vont assez vite, c'est la calculatrice. Donc pour le 48, pour le 49, le 50 c'est un petit peu plus embêtant parce qu'il faut faire des considérations graphiques de ces nombres-là, et sans utiliser la calculatrice puisqu'on vous donne des valeurs intéressantes. Pareil pour le 49, il faut exprimer à partir de probabilité que x plus petit que 1 strictement pour obtenir les valeurs. Donc là sans calculatrice, mais on pourra vérifier. Et on peut également faire allez, on va le mettre, le 51, puisque on en a parlé dans cette vidéo, donc ça devrait être rapide également. Voilà, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire également le 52, également le 53, vous aurez des choses en plus, la calculatrice vous donnera des résultats, et c'est de la manipulation de ce qu'on a vu également au sein des exemples à connaître. Et la vidéo se termine là.